Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation également. Aujourd'hui, on va essayer de parler de ce qu'est la ville intelligente et d'en faire la critique, comme indique le titre. Pour nous, l'exercice n'est pas forcément évident de savoir quel est cet objet que la ville intelligente, parce qu'il y a une certaine confusion autour de ce que ça peut être et une confusion qui est plutôt entretenue du fait que ça recouvre plusieurs choses. Alors je pense que tout un aspect qui est très intéressant, c'est effectivement le rapport à l'environnement et à la société induite par toutes les nouvelles technologies. Et c'est pas quelque chose qu'on va tellement développer aujourd'hui parce que ça va être mieux développé, je pense, par les prochains intervenants du cycle. Par contre, la ville intelligente, c'est aussi une idée, un projet, un concept qui est en train de s'imposer un peu partout, alors que ce soit en Europe, mais aussi dans le reste du monde. À certains moments, pour créer des villes de toutes pièces, des projets comme Masdar City ou comme Songdo, donc dans des lieux plus exotiques, mais c'est aussi des projets qui visent à convertir les villes existantes en villes intelligentes. Et donc c'est un peu ces projets-là, les visions qui les portent et les débuts de réalisation qu'on va tenter d'analyser ici. Alors si on suit un peu l'actualité à Bruxelles, la ville de Bruxelles a adopté maintenant depuis 2 ans une politique smart et essaie de faire de Bruxelles-Ville une smart city. Mais depuis plus longtemps déjà, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, le CIRB, qui est le centre informatique pour la région de Bruxelles-Capitale, a été nommé responsable de tout ce qui est politique smart au niveau de la région. Et donc on va un peu plus se pencher là-dessus parce que ça permet d'aller un peu plus loin, alors qu'au niveau de la ville de Bruxelles, c'est encore très balbutiant. Alors ça, c'est la vision mise en avant par le CIRB de ce que doit être une smart city. Alors on voit que les aspects sont multiples. Ça recouvre tant des aspects d'environnement, de société, de qualité de vie. Et si on regarde un peu qu'est-ce que ça raconte, eh ben, une smart city, c'est un endroit où les gens vont être créatifs, ils vont être productifs, ils vont être mobiles, ils vont être en sécurité. Tout ça dans une optique de développement durable et en toute transparence et en vue de développer des économies qui sont à la fois locales et globales. Alors, c'est un peu fourre-tout. On a l'impression d'avoir là un condensé de toutes les idéologies modernes rassemblées en une seule idée, en un seul projet. Donc, effectivement, on a l'impression que ce projet amène des nouveaux éléments, mais aussi une espèce de prolongement de ce qu'était déjà la ville durable qui visait à convertir les villes en des villes qui s'inscrivent dans le développement durable, ou les villes créatives qui visent à attirer toutes sortes de créatifs pour développer des startups et des choses comme ça. Ce qui est un peu surprenant quand on regarde les projets de Smart City ou Ville Intelligente, bon, les deux sont plus ou moins une traduction l'un de l'autre, c'est que c'est souvent cette même référence de Boyd Cohen. Et donc on peut se demander qui est ce Boyd Cohen et d'où vient cette source qui fixe un peu le cadre des villes intelligentes. Donc on peut retrouver quasiment la même roue écrite par Boyd Cohen. Donc celle-ci est en anglais et donc il y a eu des choses qui se sont perdues dans la traduction. Mais donc où est-ce que cette roue a été publiée ? Eh bien c'est dans ce magazine-ci qui est donc, loin d'être une revue scientifique, c'est un magazine destiné aux investisseurs et aux entrepreneurs. Et donc, c'est la source qui est reprise continuellement pour définir ce que doit être une smart city. C'est aussi sérieux que ce qu'on voit ici, les 132 secrets pour être le plus productif. Alors, vous pourriez me dire, j'ai donné que l'exemple de Bruxelles, mais si on se penche sur Liège, à Liège, il y a la Haute École de Commerce qui a créé un Smart City Institute. Voici le genre d'illustration qui permet de définir ce que c'est une Smart City pour eux. Alors, c'est plus une roue, c'est une espèce de tentacule diverses, mais on voit bien que c'est toujours la même idée que on va vivre smart, on va avoir un environnement smart, notre économie va être smart, et ça recouvre le même genre de présupposés. Alors, à cette idée qu'on va pouvoir mettre toutes sortes de concepts ensemble, et aussi lié qu'on va mettre
toutes sortes d'acteurs ensemble et créer ce qu'on appelle un écosystème smart. Donc c'est une espèce d'idée de naturalisation comme ça de ce que pourrait être un projet de ville finalement. Et dans le même ordre d'idée, les théoriciens, si on peut dire ça comme ça, de la Smart City, parlent de produire une quadruple hélice. Alors, une quadruple hélice, c'était basé sur l'idée de d'abord une triple hélice qui rassemblerait les pouvoirs publics, les investisseurs privés et les universités dans une espèce de cycle vertueux pour la croissance. Et à ça, on est venu ajouter les citoyens, parce que la ville intelligente est aussi participative. Quand on essaye d'aller un peu plus loin sur les théories qui aident à penser la Smart City au niveau de la région bruxelloise, on entend beaucoup parler de Peter Ballon, qui est, selon les responsables du CIRB, la référence européenne en termes de Smart City. Bon, alors il a écrit un livre qui est en néerlandais, donc je ne suis pas bien sûr que ce soit la référence européenne, mais enfin ça vaut la peine tout de même de se pencher dessus pour voir qu'est-ce qu'il dit, d'autant plus qu'il a été récemment nommé Smart City Ambassador pour Bruxelles, et que donc il porte un peu la voix de ce que doit être la Smart City à Bruxelles. Bon, c'est en néerlandais, désolé, mais on voit que l'idée reste la même, c'est qu'on va mettre dans un même paquet une mobilité intelligente, une sécurité intelligente, du soin intelligent, une durabilité intelligente, et que tout ça doit être participatif, créatif, et aider au développement du tourisme et du commerce. Alors bon, maintenant on n'a plus une boule, on a 6 boules, mais enfin bon, on voit bien que l'idée reste assez bien la même. Et ce qui apparaissait comme étant un projet de ville, on voit que là, ça devient déjà un paquet de projets différents qui sont censés, un peu magiquement, comme ça, dans l'espace intérieur, se rassembler en un seul projet. Quand on voit le genre de propositions auxquelles ça amène, ça devient parfois presque ridicule. Donc, on a ici les objectifs proposés par donc, le professeur Ballon pour une ville intelligente, et c'est l'objectif des 50-50-50. Et donc l'idée, c'est qu'il va falloir 50% de moins de bouchons, il va falloir 50% de moins d'émissions de CO2, il va falloir 50% de plus d'internationalisation de l'économie et 50% de plus de participation citoyenne. Alors pourquoi 50 ? Je pense que c'est parce que ça sonne bien. On remarquera que la santé et la sécurité ont disparu entre celle-ci, cette figure-ci et la suivante. J'imagine que c'est parce que 50% de crises cardiaques en moins et 50% de morts dans les attentats terroristes en moins, ça faisait vraiment pas sérieux du tout, et que donc il y avait quand même des limites au ridicule. Mais donc, fixer des objectifs aussi basiques et qu'on peut jeter en l'air comme ça sans grandes conséquences, ça permet une belle chose, ça permet de faire des classements de villes. Et donc, qu'on entend beaucoup quand il s'agit de Smart City, c'est quelle est la ville la plus smart du monde ou d'Europe. Et donc on fait des grands classements comme ça qui nous disent les 10 villes les plus smart, c'est celle-ci, celle-ci et celle-là. Bon, c'est toujours un peu les mêmes, il y a toujours Londres, Paris, Amsterdam, Berlin. Et donc ici, donc, c'est toujours dans le livre du même professeur Ballon, où on voit quand même qu'il a une petite remarque en dessous qui dit que c'est discutable au niveau méthodologique, ce genre de classement, en effet. Mais la solution qui est proposée, c'est de dire que si on a beaucoup de classements dont la méthodologie est discutable, on peut faire une moyenne de ces 5 classements et donc faire un total dans la dernière colonne qui devrait donc plus ou moins refléter la vérité. Donc vous voyez que on avait pensé dire en introduction que ce qu'on voulait faire, c'était une première approche de ce que peut être la ville intelligente. Ben, effectivement, comme vous voyez, au niveau académique, ça reste assez restreint ce qui se fait, et ça manque un petit peu de sérieux. Mais donc, se pose la question de concrètement, qu'est-ce qui se fait déjà aujourd'hui à Bruxelles au nom de la ville intelligente. Et donc, par rapport, on l'a vu, à la première idée qui devait être assez bien intégrante de tous les aspects, on se retrouve vite à avoir
toute une série de mesures, une fois pour l'environnement, une fois pour la mobilité, une fois pour la sécurité, et qui, ensemble, sont censés former un tout, mais ce tout est encore assez difficile à déterminer. Donc ici, on a un bilan du CIRB des différentes mesures qui ont été prises pour faire de Bruxelles une Smart City. Et donc les 4 grands aspects, donc, c'est de faire de Bruxelles une région connectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tendre de la fibre optique dans les sous-sols et mettre du Wi-Fi dans l'espace public. Faire de Bruxelles une région durable, ça se fait comment? Eh bien, ça se fait en faisant des plateformes Internet pour qu'on puisse, par exemple, remplir sa déclaration fiscale sur Internet ou télécharger tel ou tel document sur Internet plutôt que de devoir se rendre à l'administration. Donc, économie de papier, économie de déplacement, c'est ça qui doit faire de Bruxelles une région durable. Ensuite, une région ouverte, c'est le développement de l'open data. Donc maintenant, il y a effectivement un site internet qui s'appelle Open Data Brussels et on peut télécharger toute une série de données. Alors je vous invite à aller voir, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais enfin ça reste quand même très très restreint sur ce qui est disponible. La catégorie suivante, c'est applications et initiatives mobiles. Alors là, c'est plus difficile parce que développer une application, ça demande quand même un certain savoir technique. Et donc, en fait, initiative mobile, c'est aussi l'organisation d'événements. Et donc, on voit que le CIRB régulièrement organise toutes sortes d'événements, de discussions, de conférences. Et c'est évidemment plus simple de convoquer une conférence que de développer toute une application. Et donc, dans les 42% là, de cet aspect-là, ben, c'est surtout l'organisation d'événements. Et enfin, une région sécurisante. Le projet phare, là, c'est la mutualisation de la vidéoprotection. Donc, vous remarquerez qu'on ne parle pas de vidéosurveillance, mais bien de vidéoprotection. Bon, moi, mon correcteur orthographique, il continue à le souligner comme si c'était un terme étrange, mais officiellement, c'est de la vidéoprotection. Et donc ça, c'est l'héritage d'une situation à Bruxelles où la vidéosurveillance de ville a été initialement développée au niveau communal. Ensuite, elle est passée au niveau des zones de police. Et maintenant, il y a tout un projet pour unifier cette vidéosurveillance à l'échelle de la région bruxelloise. Et ça, c'est un projet qui est concrètement en cours, qui rencontre pas mal d'obstacles du fait que les différentes zones de police aiment bien garder le contrôle sur leur propre matériel, mais qui, du fait des différentes attaques terroristes et problèmes de fonctionnement de la police qui sont dénoncés par la NVA notamment, finit par quand même avancer, parce que les différents acteurs n'ont pas tellement d'autre choix que d'aller dans cette direction-là. Tout ça s'accompagne aussi du développement de data centers, donc de serveurs informatiques qui permettent de stocker toutes les données pour tout ce qui est usage public de l'Internet, donc notamment tous les sites web des communes et les images de la vidéosurveillance. Tout ça va être stocké par le CIRB sur des serveurs. Et en lien avec cette idée de vidéoprotection, il développe un centre de crise qui devrait permettre de gérer toute la région depuis un seul endroit en cas de gros événements. Donc on est encore loin de ce qui peut se faire, par exemple ici à Rio, où on a vraiment un centre de contrôle qui a une visée un peu totalitaire et inquiétante comme ça sur la ville, où on a une image à la fois de tout ce qui se passe sur toutes les routes et toutes sortes d'informations à tous les niveaux. Mais enfin, c'est quand même vers ce genre d'idée-là vers laquelle on avance, à savoir une espèce de double informatique de la ville qui serait une espèce de couche comme ça qui contiendrait toutes les données qui sont possibles de capter, que ce soit à l'aide de caméras ou de thermomètres ou de quelconques capteurs qui peuvent être placés dans la ville. Le projet, je dirais, le plus conséquent pour la ville intelligente à Bruxelles dans les prochains mois, c'est encore au niveau des caméras. Ça va être le développement de caméras dites ANPR. ANPR, c'est Automatic Plate Number Recognition, donc ça veut dire caméra pour la reconnaissance de plaques minéralogiques. Alors ces caméras ont été dans un premier temps annoncées comme pouvant servir à des fins écologiques. Donc vous en avez peut-être entendu parler, Bruxelles va devenir une zone de basse émission.
Et donc, l'idée, c'est que les voitures qui sont les plus polluantes ne vont plus pouvoir pénétrer dans la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, à l'aide de caméras qui lisent les plaques minéralogiques, toute voiture qui est considérée comme polluante par la région va recevoir après une amende de 350 €. Et on peut en avoir jusqu'à 4 par an. Donc, quelque part, vous pouvez continuer à rouler avec votre voiture polluante, mais ça va vous coûter 1 400 € par an si on fait 350 x 4. Sauf que, après que cette mesure ait été annoncée dans un premier temps, il y a eu les attentats de Bruxelles. Et à la suite des attentats de Bruxelles, on a annoncé toutes sortes de mesures antiterroristes. Et dans le train de mesures antiterroristes, eh bien, ces nouvelles caméras, les mêmes, étaient aussi annoncées à visée antiterroriste. Bon, c'était un peu surprenant, parce qu'une caméra qui est une fois annoncée à fin écologique et après annoncée à fin de répression ou de sécurité. Et donc maintenant qu'on en arrive à un moment où ces caméras doivent être installées, il y a le CIRB qui visite les différentes communes de Bruxelles pour leur présenter le projet et pour leur demander si elles donnent leur accord pour l'installation de ces caméras. Et voici comment est présenté le projet. Alors, on nous dit que les caméras peuvent avoir une application policière. Elles permettent de blacklister une certaine quantité de voitures. Elles permettent aussi de rechercher un véhicule particulier. Elles permettent aussi de filtrer le flux de véhicules. On peut par exemple voir quelle est la nationalité des voitures qui passent. On peut aussi utiliser ces caméras pour faire des statistiques. Et on peut faire des contrôles de vitesse, parce que si on a, par exemple, une voiture qui arrive à tel viaduc et puis qu'on voit que 100 mètres plus loin, elle repasse et que c'est la même voiture et qu'on a le temps qu'elle a mis entre les deux, ben on sait qu'elle a potentiellement dépassé la limite de vitesse. Et enfin, Low Emission Zone, c'est ce dont je vous parlais, la zone de basse émission. Donc on a ici un outil technologique et dont on voit que on ne sait plus finalement quelle est la raison qui amène les autorités à installer cet outil. On a un paquet de raisons. Et quelque part, c'est assez bien ce qui se passe par ailleurs avec la ville intelligente, c'est qu'on n'a plus des problèmes qui sont définis ni par les politiques, ni même socialement dans le débat public, mais on a à l'inverse des outils technologiques qui sont développés par des grandes firmes de la technologie, et puis on se demande, tiens, comment est-ce qu'on pourrait utiliser tout ça à des fins de gouvernance, ou de gouvernement, ou de répression, etc., etc. Donc je trouvais que cet exemple-ci était assez caractéristique de ce qui peut se faire concrètement au niveau du Smart City, et finalement, à ce niveau-là, on a un peu du mal à retrouver le projet de départ, si ce n'est qu'effectivement, on combine tout un tas de choses différentes dans un même package. Après, il y a toujours une petite remise en question à avoir par rapport à ce genre de mesures, parce que on imagine bien que c'est pas parce qu'on place une caméra à un endroit qu'on a 50 équipes de police qui sont prêtes à poursuivre les voleurs, poursuivre ceux qui n'ont pas assuré leur véhicule, poursuivre ceux qui n'ont pas bien mis leur filtre à particules sur leur voiture, etc. Donc, au-delà de l'image un petit peu de contrôle total que peuvent amener ce genre de technologie, il faut bien se dire aussi qu'en pratique, on ne sait pas encore comment est-ce que tout ça va être mis en place. J'ai aussi mis la carte ici, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand ces caméras avaient été annoncées, il semblait qu'elles devaient être mises aux portes de la ville pour savoir qui rentre et sort de la région. Or maintenant, on voit bien, d'après cette carte, que c'est pas du tout ça le projet, et qu'il va y avoir ces caméras à lecture de plaques un peu partout, et qui vont donc au final pouvoir donner des indications assez précises sur les déplacements, en tout cas en voiture, des Bruxellois. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Mathieu pour la suite de la présentation. Merci. Bonjour aussi à tout le monde. Moi, je vais continuer en complétant ce qui vient d'être dit par deux petites réflexions, en fait. Mais avant ça, peut-être un tout petit préambule pour dire, mais comme Corentin l'a déjà souligné,
il y a encore très peu en fait d'études, d'analyses par les disciplines des sciences sociales sur cet objet Smart City. Donc c'est encore quelque chose de un thème qui est arrivé récemment dans les politiques de la ville, mais aussi dans la recherche. Et donc il y a encore très peu de choses, d'analyses qui ne sont pas des analyses du comment faire une Smart City, mais de qu'est-ce que c'est, à quel problème ça répond, et quels impacts sur la socialisation, sur la vie en ville, enfin, sur les inégalités sociales, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est encore très embryonnaire. Donc voilà, on ne peut pas ici mobiliser tout un champ de recherche avec des tas de résultats bien affirmés qu'on pourrait synthétiser, parce que simplement, ils n'existent pas. Donc les deux réflexions que je vais faire, voilà, il faut les replacer dans ce cadre-là. La première, c'est essayer de répondre finalement à la question, mais au fait, quelle image de la ville a-t-on quand on se met dans une pensée Smart City ? Quel est l'imaginaire ou l'imaginaire urbain de la Smart City ? Et voilà, alors, en préparant cette intervention, ben voilà, si vous cherchez des images de la Smart City sur Internet, voilà le genre d'image qui apparaît le plus souvent. Donc on a généralement des villes le soir ou la nuit, avec des autoroutes éclairées qui montrent les flux, et puis des points qui sont connectés les uns aux autres. Alors c'est généralement vu de tout en haut, donc on voit, on devine qu'il y a des êtres humains là-dedans, mais on ne les voit pas beaucoup. Bon, voilà, il y a 36 000 déclinaisons possibles sur ce genre d'image, mais ces éléments-là reviennent très souvent. Donc, quel est cet imaginaire comment la Smart City conçoit la ville, finalement ? C'est un peu ça la question. Alors, il y a déjà eu des travaux, notamment Evgeny Morozov, je ne sais pas si ça dit si ça dit quelque chose à quelqu'un, qui lui s'est penché sur l'imaginaire smart en général, pas Smart City en particulier, mais sur l'imaginaire smart. Et pour lui, on est là dans ce qu'il appelle le solutionnisme technologique. Donc une pensée solutionniste, c'est-à-dire, comme Corentin l'a bien dit, c'est pas une réflexion qui pose où on pose un problème démocratiquement, et puis on cherche des réponses à des problèmes démocratiquement posés. On est plutôt c'est la solution qui cherche son problème. Alors qu'est-ce que ça impose, enfin je ne vais pas aller plus loin là, mais qu'est-ce que ça implique pour la pensée sur la ville ? Ça implique de concevoir la ville finalement comme un grand système technique, comme on peut le définir ici aussi sur l'image, qui est constamment irrigué par des flux et qu'il faut arriver à contrôler, à gérer, à optimiser, pour que tous ces flux se croisent sans se cogner, aillent le plus vite possible, soient le plus efficace possible. Donc en gros, le solutionnisme smart appliqué à la ville, il prétend que tout problème de la ville est un problème d'agencement de ce système ville, que face à tout problème identifié, la congestion par exemple, il y a toujours une solution en réagençant le système ou une partie du système, et que comment réagencer ? C'est les données, le big data qui va nous permettre de trouver la façon de réagencer le système pour réoptimiser en permanence les flux de personnes, de véhicules, de marchandises, de biens, de tout ce qu'on veut. Alors pour rendre peut-être ça un peu concret, je vais partir de cet exemple. Donc en 2015, la firme IBM, dans le cadre d'une opération qu'elle présente comme une opération, sa plus grande initiative philanthrope, qu'elle a appelée le Smarter Cities Challenge,
elle propose aux villes, en fait, de lui fournir des experts gratuitement, qui vont venir, donc des experts IBM qui viennent dans la ville et qui font un rapport d'expertise sur une question. Et donc en 2015, donc ils le font pour des villes, ça va des villes africaines, des villes en Pologne, en Colombie, aux USA, en Chine, bref, ils le font à l'échelle mondiale. Bruxelles donc a eu son épisode en 2015. Et donc il est intéressant un peu de se pencher sur comment ils conçoivent la ville à partir dans cet exemple-là, quoi. Mais donc peut-être avant de dire ça, donc IBM, je suppose que vous connaissez la firme historiquement qui produisait des ordinateurs, jusqu'au début des années 2000 en fait, au fin des années 90, où le modèle économique d'IBM fonctionnait plus très bien, n'était plus très rentable, au point qu'ils ont dû revendre. Qui ne fabrique plus de PC, c'est un Lenovo qui a repris la fabrication des PC. Et donc, ils ont dû se reconvertir en partie. Et c'est là, à ce moment-là, qu'une série, en interne, ils ont dit, bon voilà, on va mettre... ils ont identifié ce qu'ils appellent le marché des villes comme un nouveau marché sur lequel ils pourraient déployer leur activité en se reconvertissant un peu. Alors évidemment, ils sont pas les seuls à faire ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce marché des villes qui, selon des estimations, on peut trouver plusieurs estimations de la taille de ce marché, mais bon, je ne vais pas donner de chiffres, c'est toujours en milliards de dollars, et ça varie du simple au double, au triple, à x 10, x 20, x 100. Donc c'est pas ça l'intérêt. Mais là, je lis une partie, un préambule du rapport qui dit, voilà, l'activité d'IBM sur ce marché des villes consiste à, et là je cite, insuffler de l'intelligence dans les systèmes et les processus qui font fonctionner le monde, dans des éléments que personne ne considère comme des ordinateurs, voitures, appareils, chaussées, réseaux électriques, vêtements, et même systèmes naturels comme l'agriculture et les cours d'eau. Donc c'est tiré de ce rapport-là. Donc ils sont venus, 6 experts sont venus quelques semaines au début 2015 à Bruxelles, et ils se sont penchés sur un défi, parce que souvent le mot défi est beaucoup plus utilisé que le mot problème. Donc ce défi, c'est aux heures de pointe, la région de Bruxelles-Capitale fait face à d'importants problèmes d'embouteillage impliquant aussi bien les véhicules privés que les transports publics. Ça, c'est la définition du problème ou du défi. Et puis, s'en vient une vingtaine de pages qui débouchent en gros sur 4 grands types de recommandations qui sont à destination donc, du pouvoir politique bruxellois. Établir un cadre pour les données publiques en matière de mobilité, déployer des technologies intelligentes pour une meilleure fluidité du trafic, créer une stratégie de communication efficace qui donne envie aux citoyens de partager leur avis, définir un partenariat de transport chargé de gérer les services de mobilité. Donc en somme, réduire les embouteillages selon IBM, ce serait produire et traiter en continu une masse de données fournis par les institutions publiques ou par les usagers eux-mêmes, ce qui va de pair avec l'équipement de la ville en toute une série de nouveaux outils technologiques, et une transformation en partie des structures de gouvernance. Il n'est jamais mention de dissuader l'usage de la voiture ou d'arrêter de construire des nouveaux parkings en centre-ville ou des choses qu'on sait bien... toute une série d'autres experts en mobilité auraient toute autre réponse que ça à comment réduire le problème des embouteillages à Bruxelles. Ou supprimer le régime des voitures de société, par exemple. Ça ne rentre jamais dans la discussion. Donc on peut se dire que finalement tout ceci est cousu de fil blanc, puisque les recommandations de la firme, finalement, aboutissent à proposer au pouvoir public en partie ce qu'elle a à vendre. Mais on pourrait dire que ceci n'est qu'une face, la face la plus visible de l'opération ici,
Parce que si on regarde plus en profondeur sur quelle est leur méthode, comment ils arrivent à ça, ben on voit que la lecture de la ville à travers ce prisme-là aplatit complètement la complexité des questions de mobilité urbaine, qui sont des questions très complexes, et ce ne sont pas que des questions de flux, c'est aussi des questions sociales, politiques, démographiques, de genre aussi. Et tout ça est mis sur le côté. La question des causes des embouteillages est à peine évoquée. Et donc la méthode, c'est reprendre des études existantes, mais de manière extrêmement superficielle, et puis aller faire le tour d'une série d'acteurs dûment sélectionnés, donc des fédérations patronales, Touring, JC Deco, donc, qui gère les vélos, Zencar, donc les loueurs de voitures électriques, et puis Bruxelles Mobilité, la STIB, la SNCB, etc. Par contre, les associations de cyclistes, les usagers des transports publics, les syndicats, les associations environnementales, tout ça, eux, n'ont pas droit à l'attention des experts d'IBM. Bref, on aplatit d'emblée de jeu toute la complexité du réel, on ne cherche pas les causes, on se part d'une légitimité scientifique en citant des recherches faites par d'autres et financées par les pouvoirs publics, elles. On se fait la chambre d'écho de certains intérêts particuliers, qui vont tous à peu près dans le même sens. On évacue une série de paroles qui vont pas dans le sens, et on aboutit à recommander ce qu'on a à vendre. Bref, on a là, il me semble, une approche qui est particulièrement problématique. Alors, on pourrait se dire, bon, IBM est une firme d'équipement, hein, comme d'autres, Siemens, Cisco, etc., qui sont aujourd'hui très impliqués sur ce marché des villes, d'équipement des villes en nouvelles technologies, nouveaux équipements. On comprend bien l'intérêt commercial, économique pour une firme, hein, c'est un business pour eux, voilà, de déployer cette vision-là et d'essayer de le faire progresser, de l'imposer dans le débat. Puisque c'est le support de leur modèle économique, et c'est la même chose pour d'autres types d'acteurs que sont ce qu'on pourrait appeler les industriels de la donnée, hein, donc les Google, Amazon et compagnie. Par contre, c'est moins clair du côté des collectivités. Pourquoi les autorités urbaines, les autorités publiques, régionales, locales, communales, nationales, européennes, sont-elles si promptes, réceptives et même enthousiastes à faire ce régime, cet imaginaire smart en déployant, comme Corentin l'a montré, une série de politiques. Alors, pour comprendre ça, il faut, pour essayer de comprendre ça, il faut un peu décaler le regard et regarder quels sont finalement les imaginaires prédominants de nos jours des politiques urbaines, des politiques du territoire. Et en fait, on se remarque que cet imaginaire-là des politiques du territoire, que je vais appeler l'imaginaire entrepreneurial, et là je reprends une catégorie notamment développée par le géographe David Harvey, cet imaginaire entrepreneurial et cet imaginaire smart, en fait, ils fonctionnent très bien ensemble, en fait, ils se complètent bien. Je vais prendre un exemple. Donc cet imaginaire entrepreneurial, c'est une conception de la ville, finalement, à la manière d'une entreprise en situation de concurrence sur un marché ou sur des marchés internationaux. Donc on fait une équivalence entre des acteurs économiques en situation de concurrence sur des marchés internationaux, je sais pas moi, Coca-Cola par exemple, et un territoire. Et donc, c'est appliquer ce raisonnement du multinational, finalement, à la gestion de territoire, qui impose les mêmes catégories de pensée, comme la compétitivité, mais là, on parle de compétitivité du territoire, l'attractivité, mais l'attractivité du territoire, hein, comme sont aujourd'hui
à Bruxelles, mais dans plein de villes, sont considérées presque comme l'alpha et l'oméga de toute politique urbaine. Les priorités premières de tout gestionnaire urbain, c'est vraiment de ça qu'ils doivent se préoccuper en premier lieu pour après avoir toute une série d'effets sur la ville. Et donc, quand on regarde ça, en fait, on se remarque que, ben oui, la Smart City rentre, le thème Smart City rentre en fait très bien comme une des branches, en fait, parmi d'autres, de cette approche entrepreneuriale, c'est-à-dire avec aussi, notamment des effets de mimétisme, c'est-à-dire, ah ben voilà, comme Corentin a montré, ce classement. Ce genre de classement est un puissant outil à normaliser et à diffuser les mêmes recettes partout, en fait. Puisque vous faites un classement sur, je sais pas moi, 200 villes européennes et vous publiez le top 10, ça fait 190 frustrés. À tous les coups. Et il y aura toujours 190 frustrés, puisqu'il y en a toujours 10 dans le top 10. Et donc, il y en aura 190 qui disent « Nous, on veut rentrer dans le top 10 ». Ce qui fera toujours 190 frustrés l'année d'après. Et donc, ça permet de... Alors, comment font les autres pour être dans le top 10 ? Et donc, c'est un puissant levier à mimétisme, à se copier les uns les autres, à être le plus smart, le plus visible, en tout cas, en termes de... Et donc voilà, ici un exemple bruxellois qui est d'actualité, puisque c'est un appel à projet que la ville de Bruxelles a lancé, est en cours maintenant. Et à côté, un exemple à Lyon, où là, c'est un projet de plus grande ampleur, puisque vous voyez l'écart de budget à Bruxelles, c'est 5 000 euros par projet. Il y aura 6 projets, donc ça fait 30 000 euros. Bon, là, c'est 50 millions. Donc, toutes les villes ne mettent pas le même argent sur la table. Et donc, on peut se dire que Lyon a plus de chances d'intégrer le top 10 que Bruxelles avec ça. Et donc, à Lyon, c'est repenser toute une partie, donc le site de Lyon Confluence, donc là où le Rhône et la Saône se rejoignent. Il y a une zone anciennement industrielle qui est reconvertie en un nouveau quartier smart, avec toute une série d'équipements, de nouveaux bâtiments, des bureaux, des résidences, des logements, des espaces publics, un nouveau tram, tout ce qu'il faut, en collaboration étroite avec des acteurs comme Toshiba, par exemple, qui est un concurrent d'IBM, japonais, et avec donc cette idée de global demonstrators, donc c'est-à-dire de montrer au monde ce dont il est question ici, ce dont Lyon est capable, et donc il communique beaucoup autour de ça. Il présente comme First European Project for Smart Grid Pilot Project. Bon, bref, c'est une politique de visibilité, de mise en image, de mise en récit, de storytelling de cette affaire. Ce qui rentre totalement dans les canons de la ville entrepreneuriale. C'est notamment appliquer les techniques publicitaires à la gestion urbaine. Mais comme les villes le font aussi sur le côté green, le côté vert, le côté créatif, le côté festif, le côté... Enfin, ça peut avoir toute une série de déclinaisons. Si je reprends maintenant, et après on entamera la discussion, l'exemple de la mobilité, puisque IBM était déjà sur la mobilité, que préconise l'imaginaire entrepreneurial et que préconise l'imaginaire smart en matière de mobilité ? Bon, pour l'imaginaire smart, on l'a vu un petit peu. Pour l'imaginaire entrepreneurial, sur la question de la mobilité, c'est assez clair, l'idée, il faut attirer et capter le plus possible de flux, enfin, certains flux, pas tous les flux, mais des flux de visiteurs, de touristes, de chalands, de clients, d'investisseurs, d'attirer donc toujours plus de flux. Et l'imaginaire smart, lui, nous dit, oui, voilà, il y a les flux augmentent, il y a des risques de congestion, donc on va pouvoir trouver des solutions intelligentes pour gérer, canaliser tous ces flux sans qu'ils se cognent, sans qu'ils fassent des problèmes de congestion, par exemple,
en guidant les automobilistes vers les parkings disponibles. Hein, si vous mettez des capteurs sur les places de parking, on peut comme ça communiquer aux automobilistes quelles sont les places de parking disponibles. Et donc cette image ici que peut-être certains d'entre vous ont vue, puisqu'elle elle est depuis plusieurs mois maintenant à différents endroits au centre de Bruxelles autour du piétonnier, hein, qui me semble assez bien refléter cette conjonction des deux, puisque vous avez l'idée, donc, Bruxelles, vous savez, développe une grande zone piétonne avec une grande ambition d'attractivité du centre-ville. Hein, il s'agit de faire un piétonnier qui va être attractif pour des clients qui vont bien au-delà du seul quartier centre-ville, mais qui rayonnent très, très largement. Donc on est vraiment dans une optique de piétonnier qui vise à une attractivité, donc à attirer des flux. Et d'ailleurs, le piétonnier va lui-même avec la création de nouveaux parkings justement pour inciter les flux. Et puis en aval de ça, donc ça c'est en amont, et en aval c'est la gestion par des moyens technologiques de guider tous ces flux vers le parking disponible. Donc on voit en fait que ces deux imaginaires se complètent, peuvent fonctionner l'un avec l'autre, mais que donc aussi en termes de critique de la ville intelligente, puisque c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est que on pense qu'on doit, pour faire une critique de la ville intelligente, il faut aussi regarder en amont, c'est-à-dire ce qui permet à cet imaginaire solutionniste de s'imposer comme naturel, comme le seul possible, et de regarder en amont sur quoi il s'appuie, c'est-à-dire sur cet imaginaire d'attractivité, de compétitivité du territoire, de ville entrepreneuriale, auquel dans les faits il est greffé en fait. Et donc, pour le dire en une formule, voilà, fait une critique de la Smart City, bien sûr, il y a la critique du Smart, hein, de tout ce qui est la technologie, mais aussi la critique de la partie City, c'est-à-dire de quelle ville on parle. Et en l'occurrence ici, d'une ville qui se pense comme une entité en compétition avec toutes les autres et qui doit attirer le plus possible de flux et puis les gérer en aval par des applications, des algorithmes. Voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait dire dans notre partie, et donc la parole est à vous, je suppose, pour des questions, des remarques. Merci bien. J'ai eu l'occasion de faire un peu votre exercice pour le Conseil économique et social de la région bruxelloise dans un article qui posait l'alternative ville intelligente ou ville de l'intelligence. Évidemment, je plaide pour la seconde. Par rapport à ce que vous avez dit, et je passe peut-être par rapport à cet imaginaire, puisque la construction d'une ville repose énormément sur le rêve et l'imagination depuis très très longtemps. Je pense qu'au-delà, non pas au-delà, mais en même temps qu'il y a cette fascination actuelle des gouvernements pour la gouvernementalité ou la gouvernance par les nombres, par les chiffres, par les données chiffrées, etc., comme dans un livre remarquable, Alain Suppiot décrit cela très très bien. Je crois qu'il y a une véritable fascination, ou plutôt que cette ville intelligente peut attirer la fascination non seulement des dirigeants mais aussi de la population, en ce sens que, comme vous l'avez montré, elle a une ambition totalisante. Elle se dit capable de tout gérer. On n'a pas parlé de la santé, par exemple, mais la santé aussi, l'environnement, enfin tout ce que vous avez dit, même la culture, etc. Elle a cette ambition. Et au fond, elle rejoint quelque chose qui est juste, c'est de dire que le milieu urbain est un milieu dans lequel tout est imbriqué. Tout s'enchevêtre. Et tout a des phénomènes d'entraînement les uns avec les autres.
Alors, ça tombe très bien, évidemment, pour le capitalisme financiarisé qui souhaite effectivement mettre la main sur la valeur qu'est la ville intelligente pour lui. Non seulement il y a là... Et les dirigeants eux-mêmes, qui sont maintenant habitués de fonctionner dans une gouvernance par les nombres, hein, on voit ça en Europe, on voit ça partout, eux-mêmes sont fascinés par cette espèce de possibilité de tout gérer. Et alors, en même temps, ce qui me frappe dans cette gouvernance de la ville, c'est qu'en réalité, on n'a plus aucun intérêt sur les contextes économiques et sociaux des problèmes face auxquels on se trouve. Tout est individualisé. Les marchands de la ville intelligente, appelons-les comme ça, vont vous proposer de capter tout. Capter tout ce qui est possible de capter en termes de comportement des gens, en termes de déplacement, en termes d'achat, en termes de circulation, en termes de navigation sur le net, etc. L'ambition, c'est de capter toutes les données individuelles, toutes les données qui sont chiffrables. Parce qu'après, il faut les transformer en algorithmes. Et donc, des données qui ne sont pas chiffrables n'intéressent pas le marchand de la ville intelligente. Ça aussi, c'est un élément important, me semble-t-il. Et donc, on vous dit, on va tout capter. Mais en réalité, on ne capte que des choses individuelles. Et donc, on gomme complètement les contextes socio-économiques. Je vais donner un exemple. L'obésité. L'obésité, si on suit la ville intelligente, c'est un problème individuel. C'est pas un problème de pauvreté, c'est pas un problème d'inégalité sociale, c'est pas un problème de contrôler l'industrie agroalimentaire ou la publicité, etc. C'est un problème individuel de contrôler soi-même son alimentation. Et les objets connectés vont évidemment nous aider à le faire. Hein. On voit ce qu'on a dépensé comme calories. À la limite, on pourrait imaginer un frigo qui se ferme tant qu'on n'a pas dépensé les calories nécessaires pour pouvoir aller retourner dans le frigo. Donc, il y a cette idée que, à partir de données individuelles, on va influencer le comportement des gens, comme vous l'avez indiqué, dévier les circulations, etc. Ce qui est évidemment, du point de vue politique, quelque chose qui peut être très, à mon avis, qui est très toxique, parce qu'on ne pose plus de débat démocratique. On est dans une situation où le gouvernement d'une ville pourrait être quasiment technologiquement autosuffisant, captant les données et indiquant ce qu'il convient de faire. Les autorités publiques, par ailleurs assez désargentées, hein, on a vu, confiant finalement les propositions de solutions à des firmes qui détiennent les algorithmes et qui leur proposent effectivement un champ de solutions limité en éliminant au fond l'aspect démocratie où c'est au contraire le citoyen qui reprendrait la main. Voilà, C'est plus une question, c'est un troisième conférencier. Vous voulez réagir tout de suite ou il y a d'autres questions de la salle? On va prendre une autre question. Oui. Ah, pardon, vous voulez... Enfin... Non, ça vous de décider. Ben, on a noté les questions. Oui, bonjour. Moi, je me demande où est en fait la privacy de l'individu dans tout ça. Si moi, je ne vais pas faire partie des flux, où je ne vais rien donner, allez, je veux dire, j'aimerais bien pas faire partie des données captables, comme monsieur dit. Est-ce possible ou comment ça se passe dans le futur? Là, ça repose la question d'un débat démocratique avant de faire ce genre de choix. Il y a d'autres interventions ou... Ben, allez-y. Enfin, je vois un lien entre vos deux questions. C'est quand vous preniez l'exemple du frigo qui se bloquerait si on n'a pas assez dépensé de calories. Hein. Là, ça veut dire qu'on est occupé à prendre de la donnée dans le logement, au domicile.
pour le moment, les projets qui sont en route, on parle de projets de capter des données dans l'espace public, hein, les caméras, les flux de circulation, etc. Mais c'est, pour le moment, je veux dire, les projets qui se font sont dans l'espace public, mais je crois que vous avez tout à fait raison que l'état d'après, c'est dans le logement. Puisque si on veut pousser la logique de ramener ça à des problèmes de comportement, ben, si du point de vue de celui qui crée l'algorithme, s'il ne sait pas ce qui se passe dans le logement, il y a des tas de trucs auxquels qu'il ne pourra pas faire. Et donc, la question de la privacy se pose encore d'autant plus que on est dans un espace privé, finalement, et pas dans un espace public. Alors, comment faire pour ne pas fournir de données ? Déjà, ne pas avoir de smartphone dans sa poche, ça aide, puisque c'est quand même une des sources qui fournit, sur lequel une série d'applications se développent pour savoir qui bouge où. Et puis, sinon, moi, j'ai pas de recette à donner sur comment faire pour échapper. Hein. C'est pas ça ce que je veux demander. En fait, je demande, comme le gouvernement, ils font des recherches sur tout. Hein, comment, ils doivent quand même tenir compte de leurs citoyens, qu'ils utilisent des données du citoyen, malgré lui, quoi. Et donc, moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, c'est tout. Oui, mais vous Parce avez qu'il n'y a raison. pas un projet pour ça du gouvernement qui dit attention, on laisse utiliser IBM et Toshiba, tout ce truc-là, pour juste dépenser de la machine. C'est ça un peu. Ouais, moi, peut-être une réaction par rapport à ce qu'il y a... Enfin, plusieurs réactions, en fait. Moi, je pense que c'est effectivement très important ce qui a été mentionné sur le fait que, avec tout ce qui est big data, tout le contexte saute. Donc, quand on a une information chiffrée, on n'a pas les informations sur la façon dont elles ont été récoltées et surtout pas sur les causes qui ont produit telles données. Et donc, effectivement, c'est aussi un aplatissement du réel, de la même façon que le rapport de l'IBM l'était. C'est qu'on ne se pose plus la question de tout ce qu'il y a derrière. Et évidemment, à partir du moment où on a plein de données comme ça, on ne se contente pas de les regarder, on a envie d'avoir une influence dessus. Et donc, il y a très vite une tentation de dire on ne va pas se contenter de récolter des données, on va essayer d'influencer les comportements. Alors, c'est très facile de capter des données à distance. Par exemple, avec l'exemple que j'ai donné sur les caméras de lecture de plaques, c'est très facile de collecter toutes ces données et d'avoir plein d'informations sur quelle voiture passe où. On n'a pas encore de drones qui circulent au-dessus de Bruxelles pour contrôler les gens ou pour leur envoyer des missiles dessus. Donc, par contre, l'intervention automatique à distance, celle-là, elle est encore limitée. Et donc, je pense qu'il y a en tout cas quelque chose qui va se jouer dans les prochaines années à ce niveau-là, c'est comment est-ce que les pouvoirs publics vont réagir à toutes ces données dont ils disposent et comment est-ce qu'ils vont tenter d'aller dans la poursuite de ça, qui va être l'automatisation de la réponse. Donc là maintenant, avec la zone de basse émission, il va y avoir des amendes qui partent. Bon, je m'imagine qu'il y a encore un fonctionnaire qui va plus ou moins contrôler que les amendes doivent bien partir et les envoyer, mais on peut imaginer qu'avec la numérisation, on va recevoir automatiquement par email l'amende et qu'il faudra payer par virement informatique l'amende et que tout ça va s'automatiser très vite, quoi. Par rapport à ce que Mathieu dit, moi je ne suis pas si enthousiaste. Non, là on a parlé de ce qui se fait dans l'espace public parce qu'on parlait de ville intelligente, mais il y a des compteurs intelligents qui sont en train d'être développés au niveau de l'électricité dans les logements. Ces compteurs, ils sont déjà en phase de test et je crois qu'ils sont en train d'être approuvés en France. Ils vont devenir obligatoires. Là, j'ai vu des publicités à la gare du Midi d'Electrabel, je ne sais pas si ça s'appelle Engie maintenant, un truc comme ça, pour introduire ça en Belgique. Et ces compteurs, ils permettent de voir, en gros, quelle est la consommation, quels sont les objets qu'on utilise à domicile. Donc, ça devient assez précis sur les informations dont on peut disposer dans les logements. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut s'opposer à ça? Je pense que la question est
est vaste. Nous, on ne nous donne pas le choix de dire moi, je veux être en dehors du système. Donc, pour le moment, je pense que la densité de capteurs va être plus faible à la campagne qu'en ville. Donc, on peut toujours dire si jamais je veux être tranquille, je pars m'isoler dans un village lointain. Mais non, on ne nous demande pas tellement notre avis. Et je pense que cette image-ci, elle montre bien qu'est-ce que ça veut dire participation quand on parle de démocratie avec les projets SMART. On ne vous demande pas qu'est-ce que vous voulez faire. On vous demande de prendre part au projet existant. Et on va, sur le côté, vous donner quelques centaines d'euros, dans ce cas-ci 5 000, pour contribuer. La grande fierté de Bruxelles en termes de ville intelligente, c'est l'application Fix My Street. Donc c'est une petite application smartphone qui vous permet, quand vous avez un dysfonctionnement dans votre rue, d'en prendre une photo et de l'envoyer au service public. Et donc c'est les gestionnaires de cette application qui vont après redispatcher ces informations-là entre les différents services compétents. Alors ça, c'est vraiment présenté comme un exemple de super démocratique, super participatif, parce que c'est les citoyens qui donnent l'information. Mais ils ne sont pas en train de discuter de c'est quoi le problème, ou de pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans la route, ou je ne sais pas quoi, ou de définir ensemble qu'est-ce que ça va être le projet de la ville de demain. On leur demande juste de fournir des données, en fait. C'est ça, la participation. Donc, je pense que la première étape, c'est de dire non, on n'en veut pas, avant de pouvoir dire ok, peut-être que ces outils, on peut en faire quelque chose d'intéressant, ou peut-être on peut discuter d'un autre projet de ville ou quoi, mais ça passe d'abord par un gros refus, quoi. Je ne pense pas que l'espace public existe encore ici à Bruxelles. Tout est privatisé. Enfin, moi, c'est mon avis. Je ne sais pas quelle est votre expérience. Peut-être vous pouvez expliquer un peu ce que vous voulez dire par là ? Mais une cité, pour moi, faite de citoyens, doit défendre le commun, les biens communs, pas les intérêts privés et particuliers. Ceux qui polluent, je ne pense pas que c'est les citoyens. Moi, j'habite en ville, je marche, je roule en vélo, c'est tout. Je n'ai pas de bagnole de société. Ceux qui polluent, ce sont les particuliers et les privés. Voilà, c'est mon avis. Et donc, c'est pour ça que j'ai une réflexion. L'espace public n'est plus à nous. Pour faire une manifestation, pour faire ceci ou cela, on doit demander des autorisations alors qu'on est chez nous. Et pour moi, le premier problème d'une Smart City, c'est ça. C'est que tous les élus, les citoyens, les consommateurs défendent des intérêts privés et particuliers. C'est ça le problème. Alors comment lutter ? On arrête de consommer ceci, cela, je dirais, on se fédère et on crée des réseaux de lutte urbaine. Voilà, pour rejoindre ce qui est... Voilà, mon petit avis, c'est pas une question. Je peux réagir ? Je crois voir ce que vous voulez dire. Moi, plutôt que privatisation, moi, je pense qu'on est dans une logique de dépolitisation. Moi, ce que je veux dire, c'est que la notion pour essayer de réfléchir au problème que vous pointez, il me semble plus utile, mais voilà, c'est le concept de dépolitisation, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a plus d'espace de désaccord possible. Donc d'espace où on peut dire, voilà, Bruxelles, la Smart City, personne ne m'a demandé si j'en voulais une ou pas. C'est pas un sujet électoral, même par là, c'est même pas un sujet. D'ailleurs, personne ne va dire je suis contre la Smart City. Enfin, parmi les responsables politiques, que ce soit la gauche, la droite ou n'importe quoi, ça a imposé un consensus, en fait. Il y a un consensus qui est posé d'emblée, mais qui est la même chose pour le smart, pour le durable, pour le créatif. Vous ne pouvez pas être contre ça. Sinon, on vous renvoie à vous avez peur des technologies, on va vous soigner, soit vous êtes pour... si vous êtes contre l'intelligence, vous êtes pour la bêtise. Alors donc c'est toujours des antinomies complètement stupides qui apparaissent alors à l'avant-scène. Et donc la possibilité d'exprimer un désaccord profond, quoi, pas simplement de dire j'aime pas la couleur de l'affiche, quoi, mais on pourrait se dire que l'espace public, c'est ça sa fonction, c'est de permettre
qu'il y ait un désaccord politique qui puisse être posé et entendu sans être réprimé tout de suite ou tais-toi. Et donc pour moi c'est une autre logique que la privatisation où on essaie de faire du pognon avec tout. Et je trouve que c'est même encore plus... Alors les deux vont ensemble, on pourrait me dire. Mais que cette dépolitisation, elle est dans l'imaginaire dont je parlais de la Smart City, c'est un imaginaire dépolitisé. Il n'y a plus de... Il y a des citoyens, il n'y a plus de riches et de pauvres, d'hommes et de femmes, des noirs et des blancs. Il n'y a plus de rapport de domination, il n'y a plus d'inégalité sociale. Alors de temps en temps, on va s'inquiéter de la fracture numérique. Mais on aplatit complètement les rapports sociaux, finalement. Et on est dans un imaginaire d'individus qui choisissent, qui doivent chaque fois arbitrer quel est mon meilleur comportement pour me nourrir, pour me déplacer. Et donc, ce qui disparaît dans cet imaginaire-là, pour moi, c'est l'imaginaire, oui, politique. C'est-à-dire que la ville, c'est du conflit, quoi. C'est du conflit partout, je veux dire, en termes d'aménagement de l'espace, d'usage des sols, de termes d'usage des voies publiques. Est-ce que c'est pour la voiture, pour le vélo, pour les piétons, pour les transports publics, pour les trams, les bus? Donc c'est du conflit partout, et tout ça disparaît derrière cet écran des solutions, des comportements. Et pour moi, c'est ça le plus inquiétant dans cette affaire. Et que donc la position de refus, c'est pour moi une position aussi de dire non, ceci n'est pas qu'une question technique, c'est une question politique. De dire est-ce qu'on veut une smart city ou est-ce qu'on veut une ville sans chômage ou une ville sans pauvres ou une ville... Pas une ville sans pauvres où on a fait partir tous les pauvres, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Une ville où il n'y a personne, où il n'y a pas de sans-abri, parce que tout le monde a un abri. Bref, voilà, c'est remettre cette dimension politique là au plan, et en effet, ça passe par, ça passe par le refus. Je pense que ça, c'est une position politique. Dire non, ça, c'est une position politique de base, quoi. On vient de parler de sans-abri. Je voulais avoir votre réaction par rapport à un projet qui va sortir dans quelques semaines, la version bêta, qui me semble à la fois un peu de la Smart City sans tous les écueils de la Smart City, à savoir un futur site internet et donc une application qui va s'appeler survivinginbrussels.be, qui est à destination des plus précaires, avec ou sans abri, avec ou sans papier. Et techniquement, je n'y connais rien, mais on m'a garanti que comme ça va aussi concerner les migrants, donc la traçabilité sera nulle. Je ne sais pas comment ils vont faire. Vous avez l'air dubitatif. Je sais qu'il y a des... Enfin bref, je n'y connais pas, mais je vois à votre tête que je ne devrais pas être trop crédule à ce niveau-là. Mais il y a la Refugee Aid App, avec laquelle on est en lien, développée par un médecin du monde qui traverse toute l'Europe, et donc les migrants peuvent s'abonner à cette application. Et donc, quand ils passent d'un pays à l'autre, ils ont les informations nécessaires du pays où ils sont, mais ils ne sont pas traçables, me dit-on. Mais bon, ça c'est une question subsidiaire. Et donc, ce que va faire ce futur site internet et cette future application, donc, c'est en 4 clics. Permettre de la manière la plus ergonomique possible, dans un maximum de langues, pour les plus précaires, de répondre à leurs besoins critiques d'information. Et ce qui m'a amusé, je suis arrivé, je vous avoue, avec 50 minutes de retard, je m'en excuse, mais quand vous avez parlé de flux, c'est développé par DoucheFlux, une ASBL, donc le flux, on est en plein dedans. Et l'idée de base, c'est qu'il y a une perte de temps et d'énergie absolument considérable, parce qu'il y a un problème d'information. Et que si on veut savoir où est-ce qu'on peut manger, se doucher, voir un médecin, trouver un logement, trouver une formation, résoudre tel ou tel problème administratif, on est baladé d'un service à l'autre, on ne sait pas quand ça s'ouvre, à quelle heure, quelles sont les conditions d'accès, si les chiens sont admis, si les enfants sont admis, s'il faut avoir des papiers, s'il faut être membre, combien ça coûte, quel est le menu du jour. Tout ça sera possible via ce site internet, qui d'ailleurs va être utilisé beaucoup par les travailleurs sociaux
parce que personne ne sait s'il y a une épicerie sociale ouverte à Gansour le samedi matin. Donc les travailleurs sociaux vont aussi l'utiliser. Et donc l'imaginaire qui est ici n'est pas exactement ce que vous disiez, c'est simplement faciliter, vu la complexité extrême de tous les services qui existent à Bruxelles, qui sont extrêmement variés et chacun a sa logique propre. Est-ce que ça entre dans votre cauchemar ou est-ce que c'est une version que nous portons, donc on trouve archi cool et qui va résoudre des problèmes colossaux? Parce qu'une grande partie du travail social des personnes, des travailleurs sociaux, c'est de donner des informations et de répéter 100 000 fois que ceci est ouvert à tel endroit, qu'il faut y aller, etc. etc. C'est votre association qui porte ce... Ouais, mais la question que j'ai envie de vous poser, vous avez dit donner des informations. Donc, les personnes sans abri reçoivent les informations. Eux ne donnent pas. Je veux dire, on ne demande pas aux personnes sans abri de fournir de l'information. Ok, donc les smart, les gens sont sans cesse incités à fournir de l'information. C'est comme ça que ça marche. C'est que les utilisateurs, les clients, les passants, et parfois à leur insu, qui donnent de l'information parce qu'ils sont tracés ou parce que leur GPS dans leur voiture, on peut après savoir, etc. Ou par les caméras, machin. Bref, là, il me semble que la différence qu'il y a entre ce dont on parle et ce dont vous parlez, c'est que vous êtes dans un canal d'information vers un public qui a besoin de cette information pour survivre à Bruxelles, comme le nom l'indique. Mais on est dans un canal d'information, comme on n'est pas dans un canal de prendre de la donnée, générer de la donnée à partir de la personne sans abri, pour après, je ne sais pas quoi en faire, ou la vendre, Donc il me semble que, voilà, moi c'est ça la différence que je ferais. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, on ne pensait pas à ça dans notre cauchemar. On parle d'éducation aussi au niveau individuel, mais on ne parle pas du cadre juridique et donc de l'évolution du cadre juridique par rapport à ces nouvelles pratiques et à la captation des données. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce sujet? Parce qu'il me semble que ça pourrait être une manière de réguler en fait, et de rassurer les gens sur l'utilisation de ces données. Est-ce qu'on peut contrôler la technologie? Je ne sais pas, mais en tout cas, le droit, ça existe. On est géographe, donc c'est vraiment pas notre spécialité. Je pense que je peux que vous inviter à consulter les travaux d'Antonin Trouvroy à ce sujet, qui elle est juriste et se penche vraiment là-dessus de façon intéressante. Je crois néanmoins que de la même façon qu'on a montré que les villes aujourd'hui sont plus concernées par le fait de développer l'entreprise que par le fait de développer des projets politiques à destination des usagers et des habitants, c'est aussi le cas des instances étatiques en charge du droit, et notamment au niveau européen, et que donc la nécessité de développer des startups qui bénéficient de ces données prime sur le reste. Et donc il y a un accompagnement qui se fait au niveau des données, mais donc il y a aussi potentiellement un combat à mener à ce niveau-là pour dire qu'il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. Alors, on va bientôt conclure. Donc, pour enchaîner, le but de ce cycle, c'est essayer de comprendre c'est quoi le numérique, pas seulement techniquement, mais au niveau sociétal. Je pense qu'à défaut de nous rendre optimistes, nos invités nous ont bien mis les dangers, les problématiques à affronter. Donc, on sait au moins qu'on a, parmi d'autres, un combat spécifique à mener. Tout ce qui est éducation, sensibilisation, c'est le rôle de beaucoup d'opérateurs culturels. Donc c'est bien pour ça qu'on a lancé cette réflexion avec ces rendez-vous. Et le prochain nous apportera peut-être des éléments de réponse. Donc c'est le 16 janvier avec Dominique Bouillet, ça s'appelle « Rendre le numérique habitable ». Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne journée. Merci. Merci.